Bonsoir tout le monde. Alors, je ne sais même pas si je suis bien en direct. Hello, hello. Je vous laisse arriver. Hello, je vous vois. Coucou Didier, j'espère que tu vas bien. Je vous laisse arriver tranquillement et je vais mettre ma musique préférée. Vous allez me dire si vous m'entendez d'ailleurs, hein, j'ai des écouteurs, je pense que ça passe mieux avec les écouteurs. Donc dites-moi bien dans les commentaires si vous m'entendez, s'il vous plaît. Coucou Naomi. Oh, super, vous m'entendez, c'est top. It's time already. It's time already. Shine already. It's time already. Ah, j'adore cette chanson, c'est. J'espère que vous allez bien. Coucou Malène. Super, super, vous m'entendez bien, c'est top. C'est top, c'est top, c'est top. Ah, je suis contente d'être là. Je crois que c'est mon deuxième ou troisième live depuis que je suis sur Instagram, hein. J'ai pas du tout l'habitude, mais je pense qu'on va en faire de plus en plus parce que c'est intéressant aussi de vous voir par ici. Et comme j'ai dit aujourd'hui, ça va être un live vraiment questions-réponses. Voilà, si vous avez des questions sur l'immobilier, voilà, aujourd'hui c'est le moment de les poser et spécialement sur les immeubles de rapport parce que j'en ai beaucoup parlé ces derniers temps et si tu me suis depuis un moment, tu sais que j'ai exclusivement investi dans les immeubles de rapport. Donc voilà, si tu as des questions, c'est le moment ou jamais de les poser. Ok, donc là, on va commencer tout doucement. Hello, hello, je vois vos coucous, ça fait plaisir. J'espère que votre journée s'est bien passée. Et comme je disais, voilà, aujourd'hui, c'est un live questions-réponses. Ah, je vois vos cœurs. C'est cool Instagram quand même pour ça, là, les petits cœurs qu'on voit défiler, c'est génial. Ça veut dire qu'il y a du monde et que voilà, vous êtes content de ce moment qu'on va partager ensemble. Donc dites-moi déjà dans les commentaires, tous ceux qui sont là, est-ce qu'il y a déjà des gens qui sont passés à l'action, c'est-à-dire qui ont déjà investi dans l'immobilier? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà investi, qui ont peut-être déjà des appartements, un appartement, coloc, au studio, peu importe? Est-ce qu'il y a déjà des gens qui ont investi? Coucou, coucou Déborah, coucou Adama, coucou Lionel, Yann, j'espère que vous allez tous très 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 bien. Donc dites-moi dans les commentaires, est-ce qu'il y en a ici qui ont déjà investi un peu dans l'immobilier ou ils sont encore, peut-être tu es encore en réflexion, hein, il n'y a pas de mal. Donc que je sache un peu, voilà, les personnes qui sont connectées, quel niveau est-ce qu'elles ont. Je regarde. Coucou Vénikia. Décrédibilité, achat de RP avec location à courte durée. Ok, super, super, super. Oui, appartement pour Naomi, super. Ok, très bien. Et est-ce qu'il y en a ici qui ont déjà investi dans des immeubles de rapport ou pour qui c'est un projet? Je sais que voilà, une fois qu'on a mis le pied, hein, pour ceux qui ont déjà acheté des appartements, voilà, après on y prend goût. L'immobilier, clairement, c'est un secteur où on prend goût. Au fait, une fois qu'on a compris comment ça fonctionnait, on est plus motivé, on a envie d'aller voir plus loin, voir ce qu'on peut faire d'autre. Donc, est-ce qu'il y en a ici, voilà, qui sont intéressés par les immeubles de rapport? Si oui, où est-ce que vous en êtes, en fait, par rapport à vos recherches? Coucou, Mai, Li, Liu, j'espère que je prononce bien. Coucou, VCO, conseil. Donc, dites-moi, est-ce qu'il y a des investisseurs dans la place? Est-ce qu'il y en a qui ont acheté des immeubles de rapport? Et pareil, hein, quelles sont voilà, les questions que vous vous posez si par exemple vous êtes déjà intéressé par les immeubles de rapport et que vous vous demandez voilà, comment je procède, quelles sont vos questions? Voilà, je suis là pour répondre à vos questions, pour vous aiguiller au mieux en fait, à passer à l'action. Parce qu'en vérité, il n'y a que ça qui paye, hein. Donc, je regarde un peu les commentaires pour voir si j'ai des premières questions.
ou la boîte à questions d'ailleurs, hein. Vous pouvez utiliser également la boîte à questions. Coucou Carole. Pour ceux qui viennent d'arriver, ce soir, c'est un live questions-réponses sur l'investissement immobilier, notamment l'investissement dans les immeubles de rapport. Donc, pour toutes celles et ceux qui viennent d'arriver, n'hésitez pas à mettre vos questions, soit dans le commentaire ou soit dans la boîte à questions. Comme ça, je vais les sélectionner et du coup, je vais y répondre, quoi. Bonsoir, Brelma 12. Bonsoir, Mom of One Big Boy. Bonsoir, j'ai cool. Ah, les noms Instagram, mon Dieu. J'espère ne pas les massacrer, hein, parce que déjà, ouais, le temps que vous mettiez vos questions, c'est quoi un immeuble de rapport? C'est simplement un bâtiment dans lequel il y a plusieurs appartements. Et en fait, ces appartements, ils sont destinés à la location pour amener des loyers. Donc, d'où le rapport, en fait. Là, je vois, je vais appuyer là. Alors, des Creative Lady qui demandent quel est le premier critère à considérer quand on achète un immeuble de rapport. Alors, quel est le tout premier critère que tu peux considérer? Eh bien, c'est toujours la même chose, hein. C'est où est-ce que tu l'achètes en fait. C'est tellement important parce que pour le coup, un immeuble de rapport, ok, tu vas acheter plusieurs appartements du coup. Donc, c'est génial. Mais par contre, il faut pouvoir être sûr de trouver des locataires, de ne pas avoir des logements qui vont se retrouver vides en fait. Donc le premier critère, que ce soit pour un immeuble de rapport ou que ce soit pour n'importe quel autre investissement, eh bien c'est l'emplacement. Ok, l'emplacement est très important. Brelma 12, ma question est de savoir si un étranger salarié peut ouvrir une SCI sans problème. Un étranger salarié en France, si vous êtes salarié en France, oui, vous pouvez ouvrir une SCI sans problème. Mais un étranger, c'est-à-dire si tu as un passeport étranger que tu n'es pas sur le sol français, ouais, ça peut être un peu plus problématique. Mais si tu es étranger, peu importe ta nationalité, que tu travailles, tu es ici salarié en France, tu peux bien sûr ouvrir ta SCI, hein, sans problème. Ah, pouvez-vous vous présenter? Ah, c'est une bonne question. Je suis vraiment désolée. C'est vrai que je fais comme si vous me connaissez, alors que voilà, je pense que tu peux aussi tomber sur ma vidéo et te demander mais qu'est-ce qu'elle dit, qu'est-ce qu'elle fait celle-là. Donc toutes mes excuses, je vais me présenter Mom of One Big Boy. En fait, je suis Céline Dorido, je suis une maman, j'ai deux enfants, je suis mariée et je suis investisseuse en immobilier, je suis immopreneur. Donc ça veut dire quoi un immopreneur? C'est quelqu'un qui fait du business avec l'immobilier. Quand les gens achètent juste en mode patrimoine, non, nous on achète pour avoir du cash flow, on gère l'argent qui rentre les loyers comme on pourrait gérer les bénéfices d'une société. Donc on gère son parc immobilier comme une entreprise. Donc voilà, c'est ça un immopreneur. Et à côté, donc, je suis également conseillère et formatrice en investissement immobilier. Donc, dans mes services, je propose du conseil, donc je propose de l'accompagnement pour des personnes qui veulent acheter leurs biens immobiliers rentables. Donc, les personnes qui sont intéressées par la résidence principale, par exemple, c'est pas mon rayon, quoi. Moi, je suis vraiment sur l'investissement locatif, ok? Je propose également de la formation, quelqu'un qui démarre dans l'immobilier, qui se demande comment je fais et tout. La première des choses, c'est de se former, de ne pas embrasser ce domaine sans rien y connaître parce que c'est sûr à 99% que tu vas te vautrer. Donc, pour éviter ça, sachant qu'on parle souvent dans l'immobilier de plusieurs milliers, voire centaines de milliers d'euros, il vaut mieux commencer par la formation. Donc, je fais également de la formation et je fais de l'accompagnement pour des personnes qui veulent acheter, notamment les immeubles de rapport. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Et d'ailleurs, pour les immeubles de rapport, j'ai la session de cette année qui va démarrer le 8 mars et les inscriptions sont en train d'être faites. Et la formation, en fait, elle est éligible au CPF. Donc, si aujourd'hui tu as un compte CPF sur lequel tu as déjà de l'argent, donc le compte personnel de formation, tu peux prétendre à l'accompagnement que je propose ou à une de mes formations, en fait. Alors,
Donc ça j'ai répondu. Coucou les SIA, j'espère que tu vas bien. Vous avez investi sur quelle région? Alors moi, j'ai investi principalement donc dans la Bourgogne. J'ai investi en Bourgogne, j'ai investi dans le nord de la France, j'ai investi dans le 45 et là, je vais investir, enfin si, j'ai investi dans le 77. Donc je signe mon acte authentique le 14 mars qui arrive et donc j'aurai 4 immeubles de rapport qui sont, vous avez vu, hein, dispatchés dans plusieurs villes de la France en fait. Alors, j'ouvre la boîte à questions parce que je vois que j'ai deux autres questions. Alors, celle-là, j'aimerais savoir quel est le taux de rentabilité brute nette à avoir au minimum pour un immeuble de rapport. Alors, moi, je dis pour un immeuble de rapport, on n'est pas là juste, voilà, comme je dis, hein, le but, c'est d'avoir du cash à la fin, du cash flow. Donc, euh, pour ça, il faut partir sur une rentabilité brute de 10% minimum. Voilà. Il faut viser le 10% brut, ok? Et moi, quand je parle de brut, je parle bien de mettre tout le coût, en fait, du projet, c'est-à-dire le prix du bien, les frais de notaire, les travaux, ok? Tu divises le loyer annuel par le coût total du projet. Et ça, c'est le brut sur lequel je pars. Et avec ce brut-là, il faut viser 10%. Et tu seras bien. Alors, ensuite, j'ai une autre question. Euh, Je reviens sur l'emplacement, donc ça c'est des Creative Lady. Je reviens sur l'emplacement. Quelles sont les questions à se poser pour déterminer où acheter? C'est surtout étudier les villes en fait. Par exemple, si je prends la France, on peut trouver des villes rentables un peu partout, quoi. Pas que forcément les grandes villes. D'ailleurs, les grandes villes ne sont pas rentables. Si tu fais un peu l'immobilier, si tu regardes un peu, tu sais que les grandes villes, pour les immeubles de rapport, elles ne sont pas rentables. Donc, en fait, ton point, c'est d'étudier ta ville, en fait. Quand je dis d'étudier ta ville, de regarder les prix au mètre carré, de regarder, en fait, le dynamisme de la location, les prix de location, tu vois. Et surtout, sur le critère de l'emplacement, en fait, oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a des points d'intérêt, en fait, à côté de ton bien? Ou est-ce que la ville dans laquelle tu veux investir, est-ce qu'elle est reliée correctement à d'autres villes? Est-ce que le transport est développé? Bref, tu vois, il y a autant de critères qui vont rentrer en compte dans ton étude de marché. Donc, tu as l'étude, bien entendu, de l'immeuble que tu vas acheter, mais tu as surtout l'étude, en fait, dans la ville, de la ville dans laquelle tu vas investir. C'est vraiment les deux ensemble qui vont faire que tu vas trouver un bien dans un emplacement intéressant, quoi. Donc, garde bien ça en tête. Il y a le bien là où il est placé, mais il y a la ville dans laquelle se trouve aussi ton bien immobilier. Et tac, tac, tac. Quels sont les critères pour choisir une ville? Bah, en fait, moi je vais dire le premier critère, c'est voir un peu la démographie de la ville, en fait. Tu vois, tu vas par exemple sur Wikipédia, on va dire, tu regardes sur le bon coin, tu vois une annonce qui t'intéresse, bah, tu regardes un peu sur Wikipédia. Ça va te donner par exemple la population dans la ville. Et tu regardes, est-ce que c'est une démographie qui est croissante ou décroissante? Attention, des fois elle peut être décroissante, mais quand tu vas aller voir dans les détails sur 20 ans, tu vas voir que ça fait une oscillation. Sur une ville où tu vois que ça croît, ça décroît, ça croît, ça décroît, ok, en fonction de, on va dire, du niveau du nombre de croissance ou de décroissance, le nombre d'habitants qui partent ou qui viennent, tu vas pouvoir te décider. Parce que des fois, tu as l'impression que ça décroît, mais peut-être que, tu vois, la population, on a les statistiques tous les 4 ans. Donc, entre-temps, bon, tu vois, tu te dis que non, c'est pas une bonne ville, alors que peut-être qu'à la fin, quand les statistiques vont sortir, c'est une ville qui a augmenté, qui a vu sa population augmenter, quoi. Donc, la démographie est importante. Comment elle se comporte? Est-ce que la ville perd 1000 habitants tous les ans? Ou pas du tout, ou c'est 50 habitants, ou est-ce qu'elle prend de la population? Ça donne un peu un indice, en fait, sur l'attrait de cette ville-là, quoi. Donc ça, c'est le premier critère, hein, pour choisir une ville. Après, il y a le critère aussi du prix de l'immobilier dans cette ville versus les loyers dans cette ville, ok? Si tu es dans une ville où tu vois qu'en moyenne, le studio, il est à 100 000 euros et qu'à la location, tu ne pourras jamais dépasser 300 euros, tu vas pas être rentable demain, quoi. Et c'est la même chose, je prends le cas du studio, mais ça va être un studio dans un immeuble de rapport, bah,
le studio seul ou dans un immeuble, tu l'auras toujours voilà, dans le même prix, quoi. Donc, il faut faire gaffe à prix de l'immobilier dans la ville versus prix des locations. Pas de souci avec les financements au vu des nouvelles recommandations du HCSF. Bon, ça fait quand même plus d'un an maintenant qu'il y a ces recommandations. En soi, la seule chose qui est pas top avec ces recommandations, c'est le fait qu'on n'ait plus vraiment la notion du calcul de l'endettement par la méthode du différentiel. Ça, c'est vrai que c'est moins top pour nous investisseurs. Mais au-delà de ça, tout le reste, c'est OK. Le fait qu'on est aujourd'hui, on soit à 35% d'endettement maximum, OK. Il y a encore des banques qui le dépassent. Moi, je ne suis pas à 35. Excusez-moi, je crois que ça a dû faire un bruit. Moi, je ne suis pas à 35% d'endettement. Je ne le suis plus. Mais pour autant, j'ai pu avoir un financement. Donc, tout ça, après, ça va dépendre aussi de ton année d'expérience, de comment sont tes biens aujourd'hui, au fait, que tu as déjà acheté, au fait. Comment tu les gères. Quels sont les cash qui rentrent. Quelle est la rentabilité réelle du coup que tu as sur ces biens par rapport à ce que tu avais dit à la banque qu'elle te faisait le financement. Mais honnêtement, on peut dire que c'est plus strict qu'avant puisque les banques sont suivies. Elles ont derrière elles un gendarme. Donc elles sont plus strictes. Elles dérogent moins. Mais si tu as un bon dossier, si tu as surtout un bon projet, oui, tu peux toujours trouver du financement, quoi. Alors, je parle beaucoup. Hein. Moi, quand vous me lancez là sur une question, je vais passer 10 minutes. Je sais pas. Allez, je vais essayer de la faire courte pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Euh, Est-ce que vous accompagnez dans le choix de l'appartement, dans l'étude de la rentabilité? Alors oui, quand tu as des demandes aussi spécifiques, en fait, ça se passe en coaching, d'accord? Ça se passe, tu prends une heure de conseil et là, on voit. Par exemple, là, j'avais eu ce samedi une cliente qui habite à Aix-en-Provence, qui habite dans un appartement et le propriétaire lui a dit que bah, il mettait l'appartement en vente et demandait à ma cliente du coup si elle était intéressée pour la racheter, pour le racheter. Et donc là, elle a pris son heure de coaching, on a recalculé la rentabilité de cet appartement et il s'est avéré que c'est une rentabilité à 5%. Donc je lui ai tout de suite dit, bah en fait tu vas pas l'acheter cet appartement. Non, surtout qu'elle a pour intention d'après, en fait, acheter un immeuble de rapport. Donc je lui ai dit, c'est tout de suite non, quoi. Donc tu vois, oui, ça on le fait, mais c'est spécifique, donc ça se passe en coaching à l'heure. Alors, êtes-vous basé sur Paris? Oui, affirmatif. Moi, je ne suis pas à Paris, mais je suis dans la région parisienne, je suis dans la petite couronne. Mais pour autant, j'investis à distance. Et personnellement, là, je parle que de moi, hein, il y a d'autres personnes qui peuvent faire autrement. Mais moi, je fais en sorte de sélectionner des biens immobiliers qui sont à 2 heures autour de chez moi. Ok. Et il y a un seul bien pour lequel j'ai dérogé à cette règle, mais bon, c'est parce que j'ai de la famille qui habite à une demi-heure de ce bien-là. Sinon, tous les autres sont à 2 heures autour de chez moi en voiture. Et pour la simple et bonne raison que je gère mes biens immobiliers moi-même et je voulais des biens pour lesquels je pourrais faire l'aller-retour sur la journée, que ce soit pour faire un état des lieux d'entrée, un état des lieux de sortie, tu vois. Voilà, j'essaie de rester à une distance qui me permette de faire l'aller-retour sur la journée. Et en période de recherche de biens, c'est pareil, hein, 2 heures de Paris, bon voilà, ça se fait quoi. Après, dans l'immobilier, il faut savoir ce qu'on veut. On sait qu'on veut la rentabilité, on sait qu'on ne va pas la trouver forcément en Île-de-France. Après, on se donne les moyens, c'est aussi simple que ça. Sinon, si on n'a pas envie de bouger, si on n'a pas envie voilà, de se déranger, bah, on reste en Île-de-France, mais on sait qu'on va faire plutôt du patrimonial hein, dans la plupart du temps ou de la colocation. Par contre, la colocation, ça marche, ça peut marcher aussi en Île-de-France sans problème. Vous avez dépassé les 35%. Oui, affirmatif, ouais, ouais, j'ai dépassé les 35%. Alors, je regarde ici. Coucou à tous ceux qui nous rejoignent ce soir. C'est un live tranquille. Je vous réponds à vos questions sur l'investissement immobilier et plus spécifiquement sur les immeubles de rapport. Mais voilà, si tu as des questions sur le financement, peu importe, ou sur moi, sur mes investissements, voilà, tu es au bon endroit. Pose tes questions et puis j'y répondrai. Alors. Des Creative Lady.
Y a-t-il un moyen de savoir approximativement le montant du financement qu'on peut obtenir d'une banque en fonction... Ah, j'ai pas le reste de la question. En fonction de ses revenus. Ok. Oui. Il y a un moyen de savoir. Mais ma chère, rejoins-moi en coaching. Non, mais je rigole. Oui, il y a un moyen de le savoir. Il y a un site internet, tu peux aller sur Meilleur Taux, mais bon, après, il faut savoir rentrer les infos, hein. Mais Meilleur Taux, par exemple, c'est typiquement un site sur lequel tu peux arriver déjà toi-même en fonction des charges que tu as aujourd'hui. Tu es peut-être déjà propriétaire de ta RP. Tu peux arriver à trouver en fait ta capacité d'emprunt restante aujourd'hui. Ok, ça c'est complètement possible. Ouais, sans aller à la banque, tu peux déjà avoir une idée de combien la banque pourrait te financer pour un projet immobilier. Alors, euh, tac, il y a une personne qui demande coucou compte compro. Euh, Est-ce compliqué pour les personnes en CDD d'investir dans un immeuble de rapport? Non, c'est pas le CDD le problème. Le problème, c'est depuis combien de temps tu es en CDD. Ok? Si tu as un CDD depuis 6 mois, non, ça ne va pas fonctionner. Si tu as un CDD depuis 3 ans, oui, parce que la banque aura voilà, une visibilité sur ce que tu gagnes réellement et en fait, en lissant sur les 3 ans, elle va pouvoir ressortir un revenu mensuel assez concret, quoi, tu vois. Donc, c'est pas tant le CDD, c'est depuis combien de temps tu es en CDD, depuis combien de temps tu gagnes du coup ces revenus récurrents. Parce que ce qui importe à la banque, c'est que tu puisses avoir une source de revenus assez stable qui te permette de pouvoir lui rembourser son argent. Même si on sait que tu vas faire du locatif, même si derrière ton revenu, ton loyer va être un de tes revenus, malgré tout, la banque veut que tu aies d'autres revenus, d'autres sources de revenus stables, donc par un emploi, peu importe quoi. Ou si tu es entrepreneur, les entrepreneurs aussi investissent dans l'immobilier. Par contre, si tu as une entreprise qui a 6 mois, ça ne va pas le faire. Voilà. Hop, hop, hop. Hello Christopher, j'espère que tu vas bien. Euh, Alors, Christopher, combien faut-il d'apport pour investir dans un immeuble de rapport? Alors, je dirais, à partir de 10 000 euros, ça peut le faire. Maintenant, ça dépend. Il y a des personnes, si tu viens de sortir d'école, tu vois, pour toi, oui, 10 000 euros, ça peut le faire, quoi. Mais quelqu'un qui commence à travailler et tout, il faut toujours compter que si tu demandes 150 000 euros à la banque, il vaut mieux avoir 15 000 euros d'épargne sur ton compte. Si tu lui demandes 200 000 euros, il vaut mieux avoir 20 000 euros sur ton compte. Toujours être sur ce ratio de 10% de la somme que tu demandes à la banque. Maintenant, les banques peuvent te financer même si tu n'as pas cette totalité-là, si tu n'as pas cette 10%. Bien entendu, les banques peuvent te financer. Je te dis juste ce qui est convenable, qui rentre dans les cases que les banques aiment, quoi. Voilà, avoir 10% de la somme qu'on demande en crédit dans ses comptes. Ça ne veut pas dire que tu vas les mettre en apport, comme dit Christopher. C'est pas tant l'apport, mais c'est l'épargne. Parce que en soi, quand tu fais du locatif, eh ben, tu peux encore aujourd'hui avoir un financement à 110%. C'est-à-dire que la banque peut te financer le montant du projet, te financer les frais de notaire, te financer la garantie, ok? Et peut-être tu auras à payer les frais de dossier bancaire. Des fois, elle le finance également, hein. Mais bref, tu auras peut-être 1% d'apport, 2%, 3%, ça dépend des banques. Tu peux, voilà. En fait, finalement, le montant dont je parle, c'est mieux que tu aies de l'épargne sur ton compte pour pouvoir le débloquer en cas d'aléa sur le bien. Mais ça ne veut pas dire que tu vas mettre tout ce montant-là dans ton projet, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Hello tout le monde hein, qui nous rejoignent. Thomas, Miss Abondance, j'espère que tu vas bien. Ah, Mujinga, ok, Sagi, ouais, j'espère vraiment que vous allez tous bien. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. J'essaie de ne pas zapper de questions, donc je redéfile vers le bas pour voir si j'ai rien oublié.
Salut tout le monde, voilà, on est là pour échanger sur voilà, le sujet de toutes mes passions, l'immobilier. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, j'envoie là dans la boîte à questions, ne vous inquiétez pas, je vais y répondre. Je sais que je parle beaucoup quand il s'agit d'immobilier, je m'en excuse d'avance, mais j'ai besoin de vous donner du détail, quoi, pour être sûr que vous avez compris. D'ailleurs, n'hésitez pas à me mettre des cœurs si vous avez bien compris tout ce que j'ai dit jusqu'ici. Alors, mindset français. Attends, avant lui, est-ce que j'ai zappé des questions? Non. Mindset français demande quels sont les avantages de l'investissement dans un immeuble de rapport. Alors, le premier avantage, c'est déjà, on peut dire le fait que tu mutualises tes efforts, quoi. En soi, tu vas acheter un immeuble de rapport, ça veut dire que tu vas acheter un bâtiment avec plusieurs appartements. Pour autant, tu fais strictement le même processus que quelqu'un qui achète un studio. C'est ça le truc. C'est-à-dire tu fais le même process, c'est-à-dire la recherche, comme je disais, l'étude de marché, la recherche du bien, la négo, le passage chez le notaire en compromis, ensuite la recherche de financement, puis la signature finale. Tu fais strictement les mêmes démarches, le même processus, sauf que toi, tu as acheté 2, 3, 4, 5, 6 appartements. Donc oui, c'est la méthode de l'ascenseur, comme j'aime le dire en fait, parce que pour le coup, tu vas acheter rapidement beaucoup d'appartements, ok? Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que tu achètes aussi en prix de gros. Donc ça veut dire que un studio que tu achètes dans un immeuble de rapport, tu l'achèterais moins cher, ok, au prix au mètre carré, que si tu achetais un studio tout seul dans une copropriété. Parce que c'est la loi voilà quoi, du commerce, plus tu achètes du volume et moins ça coûte cher. Est-ce que j'ai parlé en bon français? Oui, c'est ça coûte moins cher. Bon, je pense que tu as compris. Donc voilà, en fait, plus tu achètes du volume, et ben, moins ça sera cher, en fait. Ok. Donc ça, c'est très important. La troisième chose aussi qui est bien lorsqu'on investit dans un immeuble de rapport, et ben, c'est que tu as le risque qui est partagé sur plusieurs têtes, quoi. Souvent, les gens ont peur des impayés de loyer. Bah, pour le coup, là, tu as plusieurs locataires en soi. Donc, tu divises le risque d'impayé sur autant de locataires que tu as. Donc, je doute fort que 5 locataires de 5 appartements arrêtent tous ensemble en même temps de payer leur loyer, tu vois. Donc là, tu divises le risque sur plusieurs têtes et ça, c'est top également. Tu es plus rentable en immeuble de rapport qu'à louer un appartement tout seul. Bah, pourquoi? Parce que comme je disais tout à l'heure, tu vas acheter moins cher au prix au mètre carré. Pour autant, le prix de location d'un appartement qui se trouve dans un immeuble de rapport, ça va être strictement la même chose que le prix d'un appartement que tu as acheté tout seul. Hein. Donc au final, tu seras plus rentable en achetant un immeuble de rapport. Tu auras une meilleure rentabilité que si tu achètes un appartement tout seul. Et je vais citer un dernier avantage, parce qu'il y en a d'autres, hein, mais le dernier avantage pour les immeubles de rapport, eh bien, c'est le fait que tu n'as pas de copropriété. Je ne sais pas si, oui, j'ai vu qu'il y a des gens qui ont acheté des appartements ici. Eh bien, la copropriété, il faut aller en assemblée générale de copropriété. Des fois, tu n'es pas d'accord avec certaines décisions, mais comme c'est la majorité qui l'emporte, eh bien, tu suis quand même. Il y a des dépenses avec lesquelles tu ne seras pas d'accord. Eh bien, tu vas quand même donner ta part parce que tu es en copropriété. Quand tu as un immeuble de rapport, tu es le seul maître à bord. Tu décides de quand faire les travaux, tu budgétises comme tu le ressens. Voilà, ça n'a rien à voir en fait. C'est vraiment pas pareil. Donc voilà les quelques avantages que je peux te donner. Mindset français, j'espère que c'est clair pour toi. Alors, je regarde la boîte à questions. Attendez. Ah, je vois un truc là. Il y a quelqu'un qui veut rentrer dans le live ou quoi? Ah si. Ah si, ah si, ah si. Bah écoutez, alors. Je me familiarise à Instagram. Est-ce que je l'ai prise ou pas? Accepter. Hello! Hello, Comment vas-tu? ça va bien, merci. Alors, dis-moi, t'as une question?
Bah, pour l'instant, je suis, et puis dès que j'en ai une, je lèverai ma main pour poser la question. Ah, d'accord, parce que du coup, je t'ai vu, en fait, je t'ai vu, genre, tu voulais rentrer dans le live, c'est pour ça que je t'ai fait rentrer, en fait. Ah, pardon, ok, pas de souci. Non, non, mais comme je me suis abonnée hier et que ensuite j'ai eu une notification comme quoi tu faisais un live, du coup, c'est pour ça que je Ouais, me suis rentrée. Mais en fait, on avait déjà échangé, toi et moi, il y a à peu près 2 semaines lors de séminaires des néo-entrepreneurs avec Covalis Connect. Covadis. Oh, super! Oh là 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 là, bah c'est bien, c'est bien. Bon, ça veut dire déjà que tu as toutes les informations et là, c'est qu'une question d'orga pour Ouais, passer à ouais, ouais, l'action. ouais. Mais comme du coup, j'avais pas tout suivi la dernière fois, c'est pour ça que je me Ouais, permettais encore de revérifier, et parce que la dernière fois, j'avais raté un peu une partie de ta présentation. Donc du coup, c'est pour d'accord. ça que je me de m'insérer dans la réunion, si tu veux bien de moi. Bon, bah avec grand plaisir. Non, non, avec grand plaisir. C'est juste qu'en fait, comme j'ai vu que tu voulais rentrer dans le live, je pensais que là, tout de suite, tu avais une question, mais il n'y a pas de D'accord. souci. Je te laisse, Je prends de quoi noter. je te laisse enlever, enfin, te déconnecter de la. Comment vous faites ça, Pas de mon les téléphone. pros? C'est-à-dire quitter la partie cam, en fait, la partie caméra. Je sais pas si tu. Je sais Tu pas sais du pas? tout. Ça m'a demandé juste de rentrer de Ouais. demander, et du coup, si je quitte, peut-être. Ouais, est-ce que vous savez comment on fait ça? Comment... Ah bah super, elle l'a réussi, c'est top. C'est top. Parce que là, je commençais à avoir la sueur, je sais pas du tout comment on sort quelqu'un. Je suis pas du tout pro sur Instagram, hein, je découvre. Alors, une autre question. Joanna Lo, comment monter un dossier pour le financement avec un apport faible? Eh ben, viens me voir, je t'apprendrai. Mais quand tu parles apport faible, tu veux dire quoi? C'est-à-dire, tu as quoi? Tu as 1000 euros sur tes comptes, 5000 euros. Quel est le montant du crédit que tu veux demander? C'est-à-dire, si tu es en train de demander un crédit de 150 000 euros et que tu as 10 000 euros d'apport, c'est pas si faible que ça, tu vois? Mais si tu as 1000 euros d'apport, enfin 1000 euros d'épargne sur ton compte et que tu demandes 150 000 euros, en effet, oui, ça peut être un peu plus problématique, quoi. Quel est le niveau de ton apport, de ton épargne plutôt. Et ensuite, ce que je peux te dire, c'est que euh, tout va se baser sur la rentabilité de ton bien, le type de bien que tu emmènes à la banque, en fait, tu vois. Si c'est un bien qui est hyper rentable, c'est-à-dire on est à 13-14% de rentabilité, oui, ça peut t'aider grandement, en fait. Parce que pourquoi la banque demande de l'apport ou de l'épargne, ça, il faut bien le comprendre, c'est pour que si jamais il y a des aléas sur le bien, hein, que tu puisses quand même avoir de la ressource financière pour pouvoir le résoudre et que ça ne t'empêche en aucun cas d'honorer tes mensualités de crédit. Et donc, dans ces aléas-là, ça peut être de l'impayé ou ça peut être des problèmes si tu as beaucoup de travaux. Par exemple, quelqu'un qui a beaucoup de travaux sur un bien, le zéro épargne, pardon, n'est pas possible en fait, hein. Si t'as pas d'épargne du tout, c'est-à-dire si tu ne peux pas rassurer la banque sur le fait que tu as un peu d'argent sur tes comptes et que tu lui demandes un financement sur un bien avec beaucoup de travaux, je ne fais pas de miracle, donc je ne pourrais pas te dire. Voilà. En fonction de type de projet, tu vas pouvoir monter le dossier pour que ça passe. Mais de base, si tu as beaucoup de travaux sur ton bien, le sans épargne, ça ne passera de toute façon pas. C'est trop de risques pour la banque. Mais si tu as un peu d'épargne et que surtout ton bien est peut-être déjà loué en partie, tu vois, quand tu n'as pas beaucoup d'épargne, il faut sélectionner aussi les biens en fait. Si tu as un bien qui n'a pas beaucoup de travaux, qui est loué en partie, par exemple, tu as 3 appartements, il y en a 2 déjà qui ramènent des loyers tout de suite, tu vois, ça va rassurer la banque concernant le risque sur le projet, quoi, et sur ta personne. Alors, est-ce que j'ai raté d'autres questions? Hello, hello, tous ceux qui nous rejoignent, j'espère que vous allez bien. Ce soir, c'est un live questions-réponses, donc n'hésitez pas à mettre vos questions dans la boîte à questions que je regarde là. Alors, une autre question. Peut-on acheter un immeuble de rapport sans mettre d'apport? Oui,
Oui, oui, oui, oui. Et je l'ai fait à 3 reprises, hein. Mes 3 premiers immeubles, j'ai mis strictement zéro apport. Sachant que dans les trois, il y en a deux que j'ai acheté en nom propre et le troisième, je l'ai acheté en SCI. Donc, même l'immeuble de rapport acheté en SCI, je n'ai pas mis d'apport. Là, sur le dernier, le quatrième que je vais signer là, ce mois-ci, le 14 mars, là, j'ai mis 3% d'apport parce que c'est un bien avec beaucoup de travaux. Genre, je suis à 175 000 euros de prix du bien et j'ai 150 000 euros de travaux. Donc, comme je disais tout à l'heure, je ne peux pas emmener un bien avec énormément de travaux et dire que tu es à sec toi-même. Ça passe pas. Donc, pour celui-là, j'ai mis 3% d'apport. OK? Mais pour les premiers immeubles de rapport, j'ai pas mis d'apport. Donc, oui, tu peux acheter définitivement un immeuble de rapport sans apport. Euh, j'ai, attends. Hormis Hormis les travaux, quels sont les arguments qui peuvent permettre de négocier le prix de vente? Alors, essentiellement, moi, je mise sur les travaux, ça c'est clair, mais ça peut être également le marché, hein, en fait, autour. Il y a aujourd'hui des sites qui te permettent de connaître, en fait, le prix des biens qui ont été vendus autour du bien que tu souhaites acheter. Et ça va te permettre même toi de savoir si le bien est placé au-dessus de sa vraie valeur ou pas. Et ça peut être aussi un critère de négociation. Si le bien est au-dessus de sa valeur, de la valeur du marché dans lequel il est, tu peux négocier et ça peut être un argument en fait. Après, il y a aussi également l'environnement du bien en fait. L'environnement du bien, ça compte beaucoup, hein. Il y a des gens aujourd'hui qui achètent, on va dire, dans des quartiers en devenir, comme on dit. OK? Et ça, c'est lié au quartier. Il y a des personnes qui vont pas y aller. Et donc, dans ces quartiers-là, oui, en effet, tu peux également négocier par rapport à là où se trouve le bien, l'emplacement tout simplement, quoi. Alors, Christopher qui demande comment optimiser sa fiscalité. C'est une très bonne question, celle-là, hein. Comment optimiser sa fiscalité? Et c'est tellement important. C'est pour ça qu'il faut se former, Christopher. Et il faut rentrer dans l'accompagnement que je propose et qui va démarrer le 8 mars. Parce que, en effet, un bon investisseur immobilier est tout de suite strictement relié également à quelqu'un qui maîtrise sa fiscalité. Parce que tu as beau trouver un bien hyper rentable qui te ramène beaucoup de loyer, si tu n'as pas la maîtrise fiscale, ben, en fait, ton loyer tu vas être comme une passoire, en fait, tu vois. Poche trouée, tu vas gagner de l'argent, mais ça va ressortir de l'autre côté. Donc, définitivement, la fiscalité est importante. Mais le comment optimiser sa fiscalité, ça passe par la formation déjà pour toi-même, pour connaître et tout. Et même, souvent, je dis que tu dois savoir la fiscalité avant même d'acheter le bien, en fait. C'est pas une fois que tu as acheté, tu vas commencer à réfléchir comment je fais. Non. La fiscalité va de pair avec le choix du bien, ok, de l'immeuble de rapport que tu veux acheter. C'est très important. Mais pour ça, il faut te former et puis ensuite, tu seras en gros, tu feras de ton expert comptable un allié, d'accord? Je dis souvent que les plus riches de ce monde, c'est ceux qui payent le moins d'impôts. Pourquoi? Parce qu'ils sont entourés d'avocats fiscalistes qui leur font gagner de l'argent. Certes, ils les payent, mais derrière, ils gagnent énormément de millions grâce à eux. Donc, c'est pas nous qui allons faire des économies inutiles. Quand tu es investisseur immobilier, tu te formes toi-même à la fiscalité pour au moins comprendre ce que ton expert comptable ou ton avocat fiscaliste va te dire. Et de deux, tu en fais un allié, d'accord, pour optimiser ta fiscalité. Alors, une autre question, ben dis donc, vous en avez plein des questions, les amis, hein. Euh, coût des, coût des travaux élevé que le coût du bien, est-ce finançable sans apport? Non, ça, je l'ai dit. J'ai dit que non, en fait. Quand le risque est aussi élevé que ça, non, il faut pas s'attendre à avoir du sans apport. Ok, attendez, je crois que j'ai répondu à toutes vos questions. Je regarde.
Ça, j'ai déjà répondu, hein. Le taux de rentabilité, si. Si, j'ai déjà répondu. Ok, ok, les amis. Hélène, quelle région conseilles-tu pour un immeuble de rapport avec un budget de moins de 150 000 euros? Il y a plein de régions, hein. Même on peut rentrer dans les départements. Il y en a plein, ne serait-ce que dans Lyon. Tu peux trouver des choses intéressantes dans Lyon. Et même dans la Marne. La Marne, c'est le 51, si je ne me trompe pas, le 51-89. Tu peux trouver des choses intéressantes. Et si tu descends dans le centre de la France aussi, tu peux avoir des choses pareilles, hein. Tu prends le nord. En fait, souvent, on a cette réflexion, peut-être ce blocage psychologique de se dire non, je suis pas sûre que ça existe. Mais tu vas voir, Hélène, si tu fais un tour sur le Bon Coin, tu fais un tri par rapport à ton critère, tout simplement. Tu fais un tri, en gros, tu mets vente immobilière, tu bloques ton prix maximum à 150 000 euros. Le Bon Coin te permet de faire ce tri-là. Donc, tu fais un tri par prix. Donc, ton prix, toi, tu mettras maximum 150 000 euros et tu vas regarder ce que ça te sort en France. Tu seras très surprise ou surpris de voir qu'il y a énormément de biens immobiliers qui te seront proposés à moins de 150 000 euros en France, quoi. Donc, fais l'exercice et tu m'en diras des nouvelles. Alors, est-ce que j'ai d'autres questions? Alors, of One Big Boy. L'accompagnement qui démarre en mars, combien coûte l'accompagnement duo euh, qui démarre en mars? Alors déjà, es-tu éligible? Ça, c'est la question. Donc, le prix de l'accompagnement, il n'y a pas de souci, je le donne sans problème, mais surtout, je veux déjà m'assurer si les gens sont éligibles. Parce que comme je le dis, c'est un accompagnement avec un objectif résultat. Donc, tout ce qui rentre dans l'accompagnement de mars ce n'est pas pour se demander est-ce que j'achète un appartement ou est-ce que j'achète un immeuble, qu'est-ce que je fais? Non. Ce sont des personnes qui ont compris qu'ils voulaient investir dans un immeuble de rapport et parce qu'ils ne sont pas sereins et ils ont besoin de formation et de quelqu'un qui s'y connaît parce il a déjà acheté pas mal de biens, bah, pouvoir les accompagner, les tenir par la main, les rassurer, leur montrer le chemin pour qu'ils fassent moins d'erreurs. Donc, c'est des gens qui sont prêts à passer à l'action, en fait. C'est pour ces personnes-là que je fais l'accompagnement. Ok, donc ça, il faut le savoir. Ensuite, j'ai des critères, on va dire, de base avant même, voilà, de se dire que tu veux connaître le prix, c'est de savoir est-ce que tu es résident fiscal en France, est-ce que tu as un peu d'épargne, comme je disais tout à l'heure, parce que ça, c'est important, même si on va chercher du 110%, puisque c'est ce qui est mieux pour nous investisseurs, on va quand même s'assurer que tu as un minimum d'argent sur tes comptes. Ok, ça c'est important. Donc, deuxième critère, avoir un peu d'épargne. Et troisième critère, c'est ton endettement. Si aujourd'hui tu es déjà à 35% d'endettement, je ne fais pas de miracle comme j'aime dire en fait. Je ne fais pas de miracle. Moi, je mets sur la table mon expertise et je t'accompagne pour que tu fasses au mieux ton premier investissement dans les immeubles de rapport ou ton deuxième, que sais-je. Mais en tout cas, je suis là pour t'aider. Mais je ne peux pas faire de miracle si ta situation ne permet pas tout simplement que tu sois finançable à nouveau. Ok? Donc ça, ce sont les trois critères. Si déjà tu coches ces cases, alors je te mettrai, je ne sais pas comment on fait d'ailleurs, le lien, j'ai un formulaire, c'est un formulaire pour prendre rendez-vous Calendly. Tu prends ton rendez-vous et on échange sur ton profil, sur ton projet et on voit si l'accompagnement peut répondre à tes questions, à tes besoins. Et à ce moment-là, je te donne le prix. Si tu as du CPF disponible, tu peux prendre l'accompagnement via ton CPF et payer le reste si tu n'as pas assez d'argent sur ton CPF. Ok, ok. Wow, ça fait déjà 45 minutes que je parle là. J'espère que ça va, hein. J'espère que je vais pas trop vite. Bon, je vois les cœurs, ça veut dire que ça suit, c'est top, hein. Merci beaucoup. En tout cas, ça fait plaisir d'échanger avec vous.
Oui, les critères d'éligibilité, Mom of One Big Boy, oui, c'est ce que je disais, c'est vraiment, est-ce que tu as un peu d'épargne, est-ce que ton endettement max, tu n'es pas à 35%, quoi, parce que 35% c'est le maximum, et si tu es résidente fiscale en France, en fait. En gros, si tu travailles et que tu vis en France, en fait, c'est ça. Ok, ok, bon, je pense qu'on est pas mal, hein. On est pas mal. J'ai répondu à toutes vos questions. Je ne sais pas s'il y en a que j'ai zappé. Je regarde. Celle-là, comment on détermine le taux de rentabilité d'un immeuble de rapport? Bah, c'est ce que je crois que je l'avais dit, mais je vais le répéter pour Lady Heaven. Peut-être que tu nous as rejoint après. En fait, tu pars sur la rentabilité brute. Et en gros, la rentabilité, c'est quoi? C'est un pourcentage, en fait. C'est ce que te ramène, le retour sur investissement que tu as par rapport au prix de départ, quoi, à ta mise. Et donc, pour calculer ça, tu prends le loyer annuel que va te ramener ton immeuble de rapport, tu fais fois 100, ok, parce que la rentabilité, c'est un pourcentage, et tu le divises par le coût total de ton projet. Donc, le coût total du projet, c'est le prix auquel tu vas acheter le bien, les frais de notaire et puis les travaux, estimation de travaux. Voilà. Donc, c'est comme ça que tu détermines ta rentabilité. Et comme je disais, pour être rentable, parce que nous, on allie la rentabilité avec le cash flow derrière, pour être sûr que tu vas avoir du cash flow à la fin, vise une rentabilité à 10%. Je pense que c'est bon. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je pense que j'ai fait toutes les questions, hein. Dites-moi s'il y en a que j'ai oublié, n'hésitez pas à remettre pour que je puisse les voir, quoi. Parce que je suis passée un peu vite. Mais je pense que je les ai toutes faites. Je vois vos cœurs continuer à les mettre, ça fait plaisir. J'aime bien quand je vois les cœurs. Ça veut dire que ça suit et que ça vous plaît. Alors, Marie qui demande, est-ce que l'on peut investir si on a l'épargne, mais on est étudiant sans CDI et CDD, mais que c'est une alternance. Alors, c'est vrai que les étudiants peuvent aussi emprunter de l'argent. Mais par contre, il faut avoir un garant, en fait. Ça peut être, si ton parent peut être garant pour toi, ça peut passer. Il y a des étudiants qui arrivent à avoir un financement pour acheter du bien immobilier. Donc, si tu as un parent qui peut se porter garant pour toi, tu peux acheter si tu es étudiant. Par contre, voilà, il faut que les conditions financières de ton parent en question permettent que lui, il puisse rembourser la banque, par exemple, au cas où tu ne serais pas à même de le faire, toi. Si notre banquier n'accepte pas notre prêt, on peut aller voir combien d'autres banques. Il risque pas de mal le prendre. Mindset français. Alors, qu'est-ce qu'on s'en fout? Franchement, j'ai pas d'autre terme, hein. Que la banque prenne mal le fait que tu ailles voir son concurrent, son collègue, on s'en fout. Parce que de la même manière que, en fait, il n'y a pas de relation, c'est pas une question d'affection. Là, ta relation avec ta banque, c'est le business. Tant que ta banque t'arrange, bah, bien sûr que tu vas rester avec elle. Mais le jour où elle n'est plus capable de t'apporter ce dont tu as besoin, on s'en fout, en fait. Tu lui demandes pas, oh là, est-ce que tu as mal pris? On s'en fout. Comme elle t'a bien dit non. Donc, c'est qu'elle n'a pas d'état d'âme. Donc, il n'y a pas d'état d'âme à avoir par rapport à ta banque. Maintenant, sur le nombre de banques que tu peux aller voir, en fait, tu peux aller voir le nombre de banques que tu veux jusqu'à tomber sur celle-là qui va te donner ton oui. OK? Et un seul oui suffit, heureusement. Donc, si tu dois avoir 10 banques, 15 banques, 20 banques pour au final avoir une banque qui suive ton projet, oui, tu vois le nombre de banques qu'il faut, mais l'essentiel, c'est qu'il y en a une qui te dise oui pour ton projet et qui te finance. C'est tout. Il n'y a pas de chiffre, en fait, par rapport au nombre de banques. C'est juste
aller voir les banques jusqu'à ce que tu trouves une, deux ou voire trois hein, qui te disent oui et tu compares les offres qu'elles te font, quoi. Hello, la chaîne Mi. Alors, coco intérieur sur un immeuble de rapport, y a-t-il plusieurs taxes foncières correspondant aux différents appartements? Non, il y a une seule taxe foncière par rapport à l'immeuble puisque tu es en monopropriété hein, et donc on taxe ton bien quoi. Donc c'est pas par appartement, c'est bien sur l'immeuble en entier que tu as la taxe foncière. Stacy, comment savoir si le taux de rentabilité est supérieur à 10%? Comment savoir? Bah, c'est en faisant ton calcul, en fait, tout simplement. C'est toi qui calcules ton taux de rentabilité. C'est toi qui le calcules. Et donc, si c'est à 10 ou inférieur à 10 ou supérieur à 10, dans tes calculs, tu sais, en fait, le définir, ça. Ensuite, j'ai une autre question. Mais est-ce que tous les immeubles que tu achètes étaient avec travaux? Oui, je les prends toujours avec un peu de travaux, hein. D'ailleurs, je dis tout souvent à ceux que j'accompagne que pour moi, il faut faire un peu de travaux en fait. Pas seulement parce que ça te permet de bien négocier quand même, ça c'est important. Mais la deuxième chose, c'est que ça a un intérêt fiscal. Ok, quand tu as un bien avec travaux, ces travaux-là, ce qui est top, tu vas pouvoir l'intégrer à ton enveloppe que tu demandes à la banque, ton financement, tu l'intègres dans ton financement. Et ensuite, bah, ces travaux sont déductibles de tes loyers en fait. Et donc toi, non seulement tu as profité de la banque parce qu'au final, le montant des travaux, tu l'as pas sorti tout de suite 30, 40 000 de ta poche, tu as fait intégrer ça dans le crédit que tu as fait à la banque. Mais par contre, toi, tu peux le déduire dans tes loyers. Donc, tu vas rester comme ça 5 ans, 6 ans, 7 ans, des fois 10 ans sans payer d'impôts parce que tu as fait beaucoup de travaux. Donc ça, c'est vraiment capital, quoi. Au-delà du fait que, ben, du coup, ça te permet de mieux négocier ton bien et donc d'avoir une meilleure rentabilité, quoi. Les travaux, c'est très important. Donc, moi, je prends toujours mes biens avec un peu de travaux. Je rajouterais que un bien avec travaux, ça ne veut pas forcément dire un bien qui n'est pas loué. Moi, j'ai des biens achetés avec travaux et je les ai négociés parce que il y avait des travaux à faire. Pour autant, les biens étaient déjà loués. Donc, voilà, c'est pas forcément lié, en fait. Est-ce que j'ai d'autres questions? Quand on fait la visite d'un immeuble de rapport, comment évaluer les travaux? Faut-il y aller avec un artisan? Oui, si tu as un artisan, tu peux y aller directement avec. Mais par exemple, moi, dans l'accompagnement que je propose, j'ai l'intervention d'un artisan, en fait, d'un maître d'œuvre et également, c'est quelqu'un qui a son entreprise de rénovation tout corps d'État qui va intervenir pendant 3 séances de coaching, donc 6 heures à peu près, pour apprendre à mes accompagnés c'est quoi les différents types de travaux, quelle moyenne il faut prendre au mètre carré en fonction du type de travaux, type de rénovation qu'il y a à faire. Donc, tu vois, ça, tu peux l'apprendre. C'est quelque chose que tu peux apprendre à faire. Et en fonction de, voilà, quand tu vas en visite, comment est l'état du bien, tu peux arriver à te dire que, OK, ça va être une rénovation primaire ou une rénovation simple. Donc, ça va me coûter entre 300 et 450 euros du mètre carré, peut-être. Ça, c'est une rénovation un peu plus lourde donc ça va me coûter, tu vois. Mais ça s'apprend. On ne peut pas, je peux pas te le dire comme ça, juste en une minute, enfin en 1 heure de live sur Instagram et t'assurer que ça va être bon. Non, ça s'apprend. Et moi, je le propose dans mon accompagnement avec un professionnel du bâtiment qui apporte cette connaissance à mes apprenants. Hum. Ok, ok. Je regarde, hein. Si vous me voyez regarder fixement mon téléphone, c'est parce que je regarde si j'ai pas zappé des questions. Celle-là, je crois que... Non, j'ai déjà répondu. Comment on détermine le taux de rentabilité? Tac, tac, tac. Je pense que j'ai répondu à toutes vos questions, hein, les amis.
Coucou à tous ceux qui nous rejoignent. Millionnaire en 5 ans. Arnaud, millionnaire en 5 ans. Waouh, j'aime trop ce... C'est très précis en fait. Millionnaire en 5 ans. Là, c'est voilà quelqu'un qui est déterminé, qui est clair, qui a mis sa feuille de route. Tout est nickel, quoi. Millionnaire en 5 ans. Dans 5 ans, viens nous dire hein, si tu es millionnaire. Arnaud, I84, Sénat Messan, coucou tout le monde. Ce soir, c'est voilà, le live questions-réponses. Aminata Silla, j'espère que tu vas bien. N'hésitez pas à mettre vos questions, soit en commentaire ou dans la boîte à questions, et puis j'y répondrai. Voilà, on parle d'immobilier, notamment des immeubles de rapport. Mindset français, est-ce intéressant de faire de la location courte durée type Airbnb dans un immeuble de rapport? Oui, bien sûr. Oui, 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 oui. Maintenant, en fonction de la situation géographique de ton immeuble. Si ton immeuble est situé à un endroit où la location courte durée est intéressante, est en vogue, oui, ouais, moi je te dirais un grand oui de le faire. Parce que la location courte durée va te ramener beaucoup de cash, en fait. Parce que là, tu ne loues pas au mois, tu loues à la nuitée. Et donc, tu vas louer plus cher et tu vas rentrer beaucoup plus de cash. Et ce qui est bien avec l'immeuble de rapport, eh ben, c'est que tu n'as pas de copropriété. Parce que en copropriété, des fois, tu ne peux pas mettre ton bien en location courte durée parce que c'est interdit par la copropriété. Dans le règlement de copropriété, c'est interdit de faire de la location courte durée, de la location meublée tout court, des fois, en bref. Donc, ça, tu n'as pas cette contrainte-là dans un immeuble de rapport. Donc, tu peux faire n'importe quel type d'exploitation de ton bien pour peu que ce soit réfléchi et que ça a un intérêt en fonction de l'emplacement de ton immeuble, quoi. Donc, oui, oui, si c'est possible, c'est très bien de faire la location courte durée. Alors, ah bah si, je viens de répondre. Tu as mis des deux côtés, faut que faut que je vois ta question pour sûr. Ok, c'est bon, j'ai déjà répondu. Ok, super les amis. Je pense on a pas mal causé, hein. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions, si vous avez deux, trois dernières questions, je peux les prendre. Ça fait à peu près 1 heure qu'on est ensemble. J'espère que voilà, vous avez appris un peu plus parce que c'est aussi ça hein, le principe d'apprendre plus quand vous vous connectez comme ça, vous laissez ce que vous avez à faire pour m'écouter. J'espère que je vous ai apporté un peu plus de connaissances. Ah, je vois les cœurs, ça veut dire que c'est oui, ça fait plaisir. Donc voilà, j'espère que vous avez appris un peu plus et que vous êtes toujours aussi motivé à mettre pied dans l'immobilier ou à continuer si vous avez déjà acheté des biens dans le locatif ou même votre résidence principale hein, qui peut être aussi finalement un actif. Parfait, je vois pas d'autres questions. Je pense que voilà, je regarde vite fait ici dans la boîte à questions. J'ai pas de nouvelles questions, donc je pense qu'on est tout bon. Dernière chose que je peux vous rappeler, voilà, l'accompagnement pour l'achat d'immeubles de rapport, elle va démarrer le 8 mars, comme je disais à l'introduction. Voilà, si tu souhaites aujourd'hui que l'année 2022 ne se termine pas sans que tu n'aies ton immeuble de rapport, intègre l'accompagnement. Et comme je l'ai dit, c'est un accompagnement qui est éligible au CPF. Ça veut dire que si tu as de l'argent sur ton compte personnel de formation, tu peux profiter de ce compte-là pour payer tout ou partie en fonction du montant que tu as bien sûr de disponible. Tu peux utiliser ton compte personnel de formation pour accéder à l'accompagnement qui va durer de mars jusqu'à novembre. C'est 9 mois, oui, ça peut paraître long, mais par expérience, je sais que dans l'immobilier, ça va très vite. Et quand tu enlèves les temps de vacances et tout, c'est pas si long que ça. Et comme j'ai dit, l'objectif aussi, c'est que tu achètes ton immeuble de rapport. Donc, c'est pas juste de trouver, mais je suis là aussi pour la phase où tu vas pouvoir aller demander ton financement jusqu'à ce que tu me signes ton acte authentique et au-delà. Donc, voilà. Si tu as intéressé et que tu réponds aux 3 critères que j'ai dit, résident fiscal en France, que tu aies un peu d'épargne sur ton compte et également que tu ne sois pas pour l'instant à 35% d'endettement. Voilà, c'est les 3 critères.
Voilà, dernière question, hein, dernière question. Je crois que c'est celle-là, hein, si je ne me trompe. Je reviens sur le coût des travaux supérieurs au prix. Une idée de l'apport. Oui, pour le coup, si tu as le montant des travaux qui dépasse clairement le montant que tu achètes le bien, la valeur du bien, déjà, ça va être très compliqué par rapport aux banques. Même avec de l'apport, il y a beaucoup de banques qui peuvent te fermer la porte. Mais sur ces projets-là, si tu as, par exemple, 20% d'apport, 30%, oui, ça commence à être très intéressant. Voilà. Il y en a qui vont te suivre pour moins que ça, hein. Comme moi, j'ai dit, dans mon cas personnel, par exemple, euh, j'étais à quoi? À 80%. Le montant des travaux était genre 80% en fait du prix du bien. C'est-à-dire le bien, il est à 175 000, le montant des travaux, c'est 150 000. Donc, c'est pas vraiment 100 et ça l'a pas dépassé, mais pour autant, j'ai mis 3% d'apport, hein. C'est pas beaucoup par rapport au risque. Par contre, si ça dépasse carrément, c'est-à-dire, on va dire que le prix du bien, c'est peut-être 100 000 euros et le montant des travaux, 200 000 euros, ouais, peut-être avoir 20%, 30% d'épargne disponible, en fait, et pouvoir justement dégainer. Moi, ils m'ont demandé 3% d'apport, mais en épargne disponible, je suis bien au-delà du montant que je t'ai dit, là, les 30%, je suis bien au-delà, tu vois. Donc, il faut toujours garder la distinction, en fait, entre l'épargne et l'apport. C'est pas parce que tu as de l'épargne que ça va devenir de l'apport. Mais l'épargne sur tes comptes est importante pour les banques. Voilà. Bon, j'espère que c'est clair pour vous. Je vois le feu, Nathalie, super. Bonsoir Célie. Bonsoir Célie. Bonsoir Nathalie. J'espère que tu vas bien depuis le séminaire il y a presque une semaine et demie, je crois. J'espère que tout va bien pour toi. Tu nous rejoins presque à la fin là. Je pense on va clôturer le live. Ça fait à peu près 1 heure qu'on est ensemble. On a parlé d'investissement immobilier. J'ai répondu aux questions. Donc voilà, si tu viens de nous rejoindre comme Nathalie, n'hésite pas à aller revoir le live en différé. Là, je vais le laisser sur mon feed. Comme ça, tu pourras t'imprégner des questions et puis apprendre également hein, des questions qu'ont posées les personnes qui étaient là depuis le départ. Donc, merci beaucoup à tous. Ceux qui sont intéressés par l'accompagnement qui démarre là le 8 mars, n'hésitez pas à regarder en fait dans ma bio, vous allez trouver un lien Calendly pour pouvoir prendre rendez-vous pour que une personne, un membre de mon équipe vous ait au téléphone et puis échange avec vous par rapport à votre profil et voir si l'accompagnement peut vous correspondre. Ah, je dis qu'on finit, je vois encore une question dans le feed. Oh. Ah non, c'est bon, c'est pas une question. Merci pour ces réponses. Bonne soirée. Bah, merci à toi d'avoir été là, Lady Haven 78. Merci à tous. En tout cas, ce fut vraiment un plaisir. Et je vais voir, mais je vais essayer de faire un live une fois par semaine, mais je préfère ne pas m'engager parce que des fois, on est vite pris par beaucoup de choses. Donc, j'espère pouvoir y arriver et de toute façon, je vous donnerai l'information. Merci beaucoup tout le monde. Je vous souhaite une très très belle soirée et puis à très bientôt. Salut, salut.